Il s'est passé quelque chose il y a 63 ans et ça m'a hanté toute la vie. Je n'en ai jamais parlé à personne, jusqu'à maintenant. C'est officiel, je suis devenu vieux. Au cours des 2 dernières années, je me suis réconforté en me disant que j'étais encore un jeune septuagénaire et que j'avais encore du temps devant moi. Mais les mathématiques sont simples et impitoyables. Aujourd'hui, c'est mon 75e anniversaire. Et Seigneur, comme les années passent vite. Mais je ne suis pas ici pour que vous me souhaitiez un joyeux anniversaire ou pour vous faire pleurer sur mon sort. Je suis reconnaissant d'être toujours en vie, bien sûr, mais je trouve que j'ai de moins en moins une bonne raison de m'accrocher à ce monde. Mes os me font mal, mes enfants vivent loin de moi et l'autre côté de mon lit est vide depuis un peu plus de 8 mois maintenant. En fait, une fois que j'aurai voté aux prochaines élections en novembre, je n'aurai peut-être plus aucune raison de vivre pour les autres. J'en suis réduit à ça, un simple bulletin de plus dans une urne. Alors épargnez-moi vos joyeux anniversaires et vos bons vœux, s'il vous plaît. Je suis ici parce que j'ai une histoire à vous raconter, et c'en est une que je n'ai jamais racontée auparavant. J'avais l'habitude de penser que je la gardais pour moi parce que c'était si extraordinaire que peut-être personne ne me croirait. Mais je me suis rendu compte, pour être parfaitement honnête, que je n'ai jamais raconté cette histoire à personne parce qu'elle me faisait peur. Et j'ai découvert, cependant, que plus je vieillissais, plus il devenait important pour moi de la raconter pour allonger un peu ma conscience avant le grand départ. Car maintenant qu'il ne me reste plus beaucoup de temps sur cette planète, la mort me semble de plus en plus évidente. Alors écoutez attentivement. Ça s'est déroulé en 1950, dans une petite ville du Maine. J'étais un jeune garçon de 9 ans, plutôt petit pour mon âge, avec un seul et unique ami sur Terre. Et sa famille, apparemment sur un coup de tête, a décidé de déménager à 2000 miles de là. Cela s'annonçait comme le pire été de ma vie. Mon père n'était pas souvent à la maison et ma mère était une maniaque du ménage et de la propreté. Donc j'allais finir par devenir sa cible si je restais trop longtemps à la maison. Après avoir pas mal réfléchi, j'ai stratégiquement décidé que la bibliothèque publique était l'endroit où il fallait que je passe mon été. Leur collection de livres, en particulier ceux pour les enfants, n'était pas gigantesque, mais au moins, là-bas, je ne trouverais aucune corvée à accomplir, aucun ordre à recevoir, et le plus important, aucun autre enfant avec qui je serais obligé de faire copain-copain. J'étais le seul enfant assez impopulaire auprès des autres pour passer ces précieux jours de vacances cachés au milieu des livres sans que cela ne dérange personne. Et cela me convenait parfaitement. La première moitié de mes vacances a été bien pire que je l'imaginais. Je me réveillais à 10h du matin pour faire mes corvées, puis une fois mes tâches accomplies, je partais en vélo jusqu'à la bibliothèque. Et par vélo, j'entends par là une structure d'acier rouillé qui repose sur une paire de roues. Une fois là-bas, je partageais mon temps entre ennuyer involontairement les gens plus âgés que moi ou le faire délibérément. Un jour, une charmante dame avait interrompu mes stupides claquements de langue au milieu des rayons en m'invitant à fermer ma gueule. C'était la première fois que j'ai entendu un adulte m'insulter, mais avec le recul, je pense que je l'avais bien cherché. Les jours ennuyeux se sont transformés en semaines lamentables. Au point que j'ai commencé à prier pour que l'école reprenne, jusqu'au jour où j'ai découvert le sous-sol. J'aurais pu jurer que j'avais parcouru chaque centimètre carré de cette bibliothèque. Mais un jour, en m'aventurant dans le coin le plus éloigné derrière la collection de livres en langues étrangères, je suis tombé sur une petite porte en bois que je n'avais jamais vue auparavant. C'est là que tout a commencé. La porte était sans fenêtre et faite d'un bois si patiné qu'elle avait l'air bien plus vieille que les murs qui la tenaient. Sa poignée était en fer forgé. Je n'aurais pas été surpris d'apprendre qu'elle a été fabriquée au XVIIe siècle. En regardant la porte de plus près, j'ai remarqué qu'une sorte de sceau médiéval avait été gravé sur la poignée. J'avais le sentiment que tout ce qui se trouvait derrière cette porte était tenu secret. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé que c'était probablement la chose la plus intéressante à laquelle j'allais être confronté durant cet été. J'ai jeté rapidement un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que personne ne me regardait, pour ensuite tourner la lourde poignée et me glisser à l'intérieur. Puis j'ai refermé lentement la porte derrière moi. Il n'y avait rien, seulement l'obscurité. Je fis quelques pas avant de m'arrêter, bloqué par les ténèbres qui m'entouraient. J'ai agité les mains devant moi dans une tentative de trouver un mur ou quoi que ce soit sur quoi j'aurais pu m'appuyer. Et c'est là que je suis tombé sur quelque chose de beaucoup plus subtil. Il s'agissait d'une petite cordelette suspendue. Je l'ai attrapée avant de la tirer vers le bas. À l'époque, de nombreuses lampes fonctionnaient avec des cordelettes ou d'autres systèmes de ce genre, et celle-ci en faisait partie. Les lieux se sont instantanément illuminés.
Je me tenais sur une petite plateforme poussiéreuse qui semblait n'avoir pas été visitée depuis un bon bout de temps. À ma gauche se trouvait un escalier qui descendait en colimaçon, dans un état si lamentable qu'il aurait bien pu s'effondrer à tout moment. L'ampoule était la seule source de lumière de la pièce, et elle n'éclairait que faiblement. Quand j'ai regardé par-dessus la balustrade pour voir ce qui se trouvait en dessous, j'ai vu que le bas de l'escalier disparaissait dans l'obscurité. J'ai ressenti une certaine peur en moi-même. Cet endroit semblait n'avoir aucun lien avec la bibliothèque municipale. C'est comme si j'étais dans un bâtiment complètement différent. Mais à cette époque, peut-être aussi à cause de l'ennui que j'avais accumulé pendant les vacances, je voyais ça comme l'occasion pour moi de résoudre un mystère. Avec le recul, j'aimerais pouvoir dire à l'enfant de 9 ans que j'étais de faire demi-tour, de repartir faire le con dans la bibliothèque sans approcher de cette maudite porte. Ça m'aurait épargné de nombreuses nuits blanches. Mais malheureusement, je ne le savais pas encore à l'époque, et ma maudite curiosité prit le dessus. Au lieu de faire demi-tour, ayant pris mon courage à deux mains, j'ai pris une profonde inspiration avant d'agripper la balustrade pour entamer avec résolution ma descente. Le bois de la rampe était sec et couvert d'échardes. J'ai immédiatement lâché prise, tendant les mains pour garder l'équilibre alors que je descendais prudemment l'escalier. Ça m'a semblé très long, et j'avais pour seul repère la faible lueur émise par la lampe à cordelette qui se trouvait au-dessus de moi. Mon cœur battait sans relâche tandis que je m'enfonçais dans l'obscurité. Je pense que même les enfants peuvent sentir quand quelque chose ne va pas, mais ils s'en foutent tout simplement. Au moment où mes pieds ont atteint le sol en ciment, la lumière émise au-dessus avait presque totalement disparu. En regardant autour de moi, j'ai pu apercevoir une nouvelle source de lumière, et Seigneur, je ne l'oublierai jamais. Juste derrière moi se trouvait une porte massive. La lumière venait de derrière la porte, et elle brillait en fines lignes de chacun de ses quatre côtés, dessinant un rectangle doré et légèrement brillant. Pour la deuxième fois, j'ai pris une profonde inspiration avant de franchir une porte que j'aurais dû laisser fermer. Contrairement à la pièce sombre, humide et poussiéreuse par laquelle j'étais passé, la pièce derrière la porte était d'une lumière aveuglante. Quand mes yeux ont fini par s'ajuster à ce brutal changement de luminosité, ce que je vis me coupa le souffle. C'était une bibliothèque. La bibliothèque la plus belle et la plus merveilleuse qu'il m'ait été donné de voir dans ma courte existence. C'était inimaginable. Je suis resté bouche bée devant ce spectacle tandis que je m'avançais, presque avec révérence, plus loin dans la pièce. Elle était plus petite que la bibliothèque du dessus, beaucoup plus petite, mais elle semblait presque taillée sur mesure pour moi. Les étagères étaient remplies de livres aux couleurs vives et chaleureuses. Les deux fauteuils au milieu de la pièce étaient extrêmement confortables et l'odeur, Seigneur, l'odeur était tout simplement incroyable. On aurait dit un mélange d'agrumes et de pain. Je ne peux tout simplement pas lui rendre justice avec des mots. Alors je me contenterai de dire que je n'ai jamais rien senti d'aussi bon, pas même du haut de mes 75 ans. Quelle était cette pièce ? Pourquoi n'en avais-je jamais entendu parler auparavant ? Pourquoi n'y avait-il personne d'autre ici ? C'étaient les questions que j'aurais dû me poser sur le moment. Mais j'étais ébloui par tout ce qu'il y avait autour de moi. Sur le moment, je ne pouvais avoir qu'une pensée. Je ne m'ennuierai plus jamais. Et c'était vrai durant les 3 prochaines années qui suivirent. C'est le jour de mon 12e anniversaire, il y a 63 ans de ça, que tout a changé. Avant ce jour, je visitais mon sanctuaire secret aussi souvent que possible, généralement plusieurs fois par semaine. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit là-bas, et étrangement à l'abri de tout soupçon. Je n'ai jamais sorti un livre hors de cette pièce, mais je reprenais plutôt la lecture du livre là où je l'avais laissé la dernière fois. Je m'étais assis, comme à mon habitude, dans le même fauteuil violet foncé en laissant toujours l'autre intouché en face de moi. Ce fauteuil était le mien. L'autre était... Eh bien, je suppose que je n'aurais pas de mots pour exprimer ce que je ressentais à son égard. Mais ce n'était pas le mien, c'est sûr. À mon 12e anniversaire, je suis arrivé là-bas un peu plus tard que d'habitude. Ma mère avait invité quelques camarades de classe et quelques cousins chez nous pour célébrer mon anniversaire. Un geste de sa part que j'avais trouvé plus gênant que touchant. En fait, je voulais juste passer mon anniversaire assis à lire dans mon sanctuaire privé. Finalement, nos invités sont rentrés chez eux et je suis arrivé à la bibliothèque environ 15 minutes avant l'heure de fermeture. Cela n'avait pas d'importance, car les employés n'avaient jamais vérifié en bas avant de fermer les portes de la bibliothèque. J'étais libre de rester aussi tard que je le souhaitais. Cette nuit-là, j'ai dévoré les derniers chapitres d'une aventure épique avec des chevaliers et des dragons.
mais l'odeur autrefois exquise de cette pièce avait tourné au vinaigre. Je suis resté là assis pendant un moment, agité. Objectivement, je pouvais reconnaître que l'odeur n'avait pas changé. C'est juste que sa perception m'était maintenant différente et je n'aimais pas ça. C'était un peu comme la version nasale d'une illusion d'optique. Vous savez, comme si la personne avec qui vous avez vécu pendant des années vous paraissait complètement étrangère. Comme si vous vous rendiez compte enfin de son vrai visage. Vous ne pouvez pas ignorer cela, et je pouvais le ressentir. Le charme était rompu. L'odeur semblait aussi, pour la première fois, provenir d'un endroit précis. Avec une bonne dose d'appréhension, j'ai parcouru la pièce, reniflant l'air comme un chien jusqu'à ce que j'arrive à une étagère près du fond. L'étagère était parfaitement normale, à l'exception d'un titre. Il s'agissait d'un livre avec une grande couverture reliée en cuir marron délavé, exhibant une empreinte de main noire imprimée sur la couverture. C'était la source de l'odeur. J'ai ouvert la couverture et j'ai vu une phrase soigneusement griffonnée à l'encre rouge sang au sommet de la première page. Je cite « Abandonnez vos chagrins, mon ami, et laissez-les là où ils sont. » J'ai observé cette phrase, hypnotisé, alors que je repartais en direction de ma chaise. J'ai tourné une autre page, elle était blanche. Mais cette fois l'odeur était plus forte. Je me suis arrêté un instant, me recouvrant le nez à l'aide de mon coude et j'ai continué de marcher. Ensuite, j'ai tourné une autre page. Et là, j'ai vu la dernière chose que je m'attendais de voir, mon propre prénom. J'ai laissé tomber le livre. Je suis parti en courant vers la porte, mais alors que je déplaçais mon regard vers les fauteuils, mon cœur bondit dans ma gorge et je me suis arrêté net. Le deuxième fauteuil n'était plus vide. Un homme âgé était assis devant moi, coiffé d'un chapeau haute forme, me contemplant avec des yeux perçants et un léger sourire narquois. C'était trop. Je suis tombé à genoux pour vomir le contenu de mon estomac sur le tapis. J'ai essuyé ma bouche, fixant mon vomi, quand j'ai entendu l'homme laisser échapper un petit rire. Je l'ai regardé avec incrédulité. « Qui êtes-vous » demandai-je, la panique dans la voix. L'homme bondit sur ses pieds, m'attrapa doucement par les épaules et m'aida à m'asseoir. Puis il regagna son fauteuil. « Je crains que nous ayons pris un mauvais départ » m'a-t-il dit en regardant le tapis en direction du vomi. « L'odeur, il faut un certain temps pour s'y habituer. »« Qui êtes-vous » ai-je répété. « À partir de ce soir, vous éprouverez des difficultés comme vous n'en avez jamais connues auparavant » a-t-il déclaré. « Mais je viens en ami, vous offrant un refuge contre elle, et contre toutes les autres tempêtes qui vous attendent. » Je ne voulais rien de plus que partir à ce moment-là, mais je suis resté assis. Je lui ai demandé de quoi il parlait. « Ta mère est morte, mon garçon, de ses propres mains, dans sa cuisine. La scène est horrible, je dois l'admettre, » a-t-il dit d'un ton triste, mais avec une petite lueur espiègle dans les yeux. « Vous feriez sûrement mieux d'éviter la cuisine en retournant chez vous, me dit-il. » Mon sang s'est glacé devant les horreurs dont parlait cet homme, mais je ne l'ai pas cru. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» demandai-je, essayant d'avoir l'air plus courageux que je ne l'étais réellement. Il rit d'un vieux croissement rauque qui sembla le secouer jusqu'aux os. « Rien que ton amitié, mon garçon, » me dit-il. Puis, sentant que je trouvais sa réponse insuffisante, il expliqua. « J'aimerais que vous voyagiez avec moi. Mon travail est noble et vous feriez un bon apprenti. Et peut-être que, quand j'aurai fini, il soupira d'un air fatigué, passant ses doigts osseux et fins dans sa barbe. Peut-être alors que vous pourriez me succéder. » Je me levai, me dirigeant vers la porte tout en continuant à soutenir son regard. « Vous êtes fou, lui ai-je dit. Ma mère n'est pas morte, vous mentez. Voyez par vous-même s'il le faut, dit-il en me désignant la porte du doigt. Je lui lançai un dernier regard méprisant avant de me précipiter vers la sortie. Alors que ma main se refermait sur la poignée, il prononça doucement mon prénom. Malgré moi, je me suis retourné. « Votre route ne sera pas facile, mon ami. Si jamais ça devient trop dur pour vous, et si vous le désirez, me dit-il, s'arrêtant de parler pour balayer la pièce de sa main, vous savez où me trouver. » J'ai claqué la porte derrière moi et je me suis ensuite précipité dans les escaliers pour grimper les marches décrépies deux par deux. Je suis alors sorti de la bibliothèque. J'ai regagné mon vélo pour ensuite rentrer chez moi aussi vite que je le pus. La porte d'entrée était grande ouverte. Je descendis de mon vélo, le laissant échouer sur le sol pour m'approcher prudemment de la maison. Le vieil homme devait mentir, ça ne pouvait pas être vrai. Pourtant, des larmes ont commencé à me piquer les yeux. Le cœur battant, je suis entré et j'ai appelé ma mère. Je n'entendis pas de réponse, alors je suis parti en direction de la cuisine. À ce jour,
Je ne sais toujours pas pourquoi elle a fait ça. Mon père et moi étions dévastés. Par la suite, nous avons déménagé, mais nous sommes restés dans la même ville. J'avais pris cette bibliothèque en horreur et je faisais mon maximum pour la contourner durant le reste de mon adolescence. Le temps passa et les choses commençaient petit à petit à se résorber. Une fois, vers la fin de la vingtaine, j'ai trouvé le courage d'y entrer. Je m'étais pas mal endurci avec les années, et ma peur avait commencé à se transformer en défi personnel. Là où se trouvait autrefois la porte secrète au sous-sol, il n'y avait plus qu'un mur blanc. J'ai demandé au bibliothécaire ce qu'était devenu ce sous-sol, même si au fond de moi je connaissais déjà la réponse. « Il n'y a aucun sous-sol, me dit-il. Je suis toujours hanté par cette odeur unique, ce mélange si particulier d'agrumes et de pain depuis ce maudit anniversaire. » Quand j'ai vu ma mère dans la cuisine ce jour-là, effondrée dans une mare de son propre sang, je l'ai senti encore. Quand 2 voleurs sont venus un jour à la porte de mon appartement, me demandant mon argent et m'ont battu me laissant à l'article de la mort, je l'ai ressenti. Quand ma femme fit une fausse couche alors qu'elle était enceinte de notre 2e enfant, je l'ai senti aussi. Quand mon père fit une crise cardiaque et qu'il nous quitta précipitamment, elle était là. Aussi quand notre fils a pris le volant de la voiture familiale et a failli se tuer en laissant sa petite amie dans le coma. J'ai commencé à la sentir périodiquement lorsque ma femme est tombée gravement malade. Elle est morte à la fin de l'année dernière, et maintenant, je suis seul pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, je la ressens tous les jours, et je sais que c'est bientôt la fin. Il y a quelques mois, je suis parti à la bibliothèque et la petite porte en bois était là, exactement là où elle se trouvait auparavant. Peut-être que ce soir je le ferai. J'avais peur de mourir quand j'étais plus jeune, c'est vrai, mais avec ce que je traversais, je ne ressens plus vraiment l'envie de vivre. Le vieil homme avait eu raison. Ma route n'avait pas été facile, et je doute que les choses s'arrangent avec le temps. Je ne voulais surtout pas voir mes enfants mourir avant moi. Abandonnez vos chagrins, mon ami, et laissez-les là où ils sont. Il m'avait promis un soulagement, un refuge. Était-ce bien vrai ? Tout ce qu'il m'avait prédit s'était réalisé. Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Après tout, je savais toujours où le trouver.